Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. L'année 2019 a été marquée par différentes actualités sociopolitiques, les législatives d'avril 2019, le dialogue politique organisé en octobre et surtout la révision de la Constitution intervenue en novembre. Si ces différentes actualités ont projeté au devant de la scène les acteurs politiques, les leaders de la société civile sont restés complètement dans le silence. C'est justement pour comprendre les raisons de ce silence que nous avons invité sur ce plateau Michel Alokpo. Il est membre de la société civile. Michel Alokpo, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez donc nous aider dans quelques instants à comprendre ces différentes actualités. J'anime cette émission avec le spécialiste politique de B-News, Léandre Dossou. Léandre, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Mitopé. Merci de recevoir Michel Alokpo avec moi. Alors, Michel Alokpo, au regard de tout ce que nous avons vu au cours de l'année 2019, on a tendance à se poser une seule question, c'est la suivante. Est-ce qu'il existe encore une société civile actuellement au Bénin? Oui, je pense que beaucoup de gens se posent cette même question. Est-ce que c'est la peur des acteurs de la société civile de se mettre en phase pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, au risque d'être attrapé par le pouvoir en place? Est-ce que... On se pose la question parce qu'en tant que membre du cadre de concertation des confessions religieuses, nous-mêmes on est restés muets par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu certains membres de la société civile, je vais nommer Social Watch, qui s'est prononcé sur les élections qui ont eu lieu en avril dernier. Il y avait le WANEP également qui... Il y a WANEP également. Il y a eu aussi cette organisation internationale, la lutte contre... j'oublie le nom, excusez-moi. Mais les principaux acteurs que je connais et dont la force de frappe au sein de la société civile ne sont plus à démontrer, Jean-Baptiste Elias, il est intervenu, mais timidement. Notre ami, j'oublie aussi son nom, mais ceux qu'on attendait, qui devaient se prononcer sur ces élections, plus ou moins, ils se sont prononcés, mais timidement. On vous attendait également, on ne vous a pas entendu? Oui, moi je me suis prononcé sur certaines radios de la place, certaines télévisions, Soleil FM, j'ai dit mon point de vue par rapport à ce qui se passe. Vous allez le redire sur ce plateau. Vous avez parlé, vous avez cité certaines organisations de la société civile. Oui. Est-ce que tout cela ne traduit pas une certaine mauvaise organisation au sein de la société civile? Vous ne reconnaissez pas la chose, mais vous semblez accuser le pouvoir. Vous cherchez un bouc émissaire, visiblement. Non. Vous savez qu'il y a, au sein de la société civile, il y a un organe qui aussi participe aux élections. On a organisé une rencontre à l'Infosec pour étudier la charte des partis, le code électoral. On s'est prononcé là-dessus. Au finish, on n'a pas été écouté. Qu'est-ce que vous aviez dit? La vice-présidence de la Sénat qui est venue animer. Qu'est-ce que vous aviez dit en son temps et vous estimez aujourd'hui que vous n'avez pas été écouté parce que ces différentes lois que vous venez d'évoquer ont été révisées et justement les acteurs de l'opposition en sont conscients? Oui, mais le code électoral, en son article de 242, le principe des 10% qui a été évoqué dans le code électoral, nous avions jugé utile que cela soit corrigé. Et vous devez comprendre que la CEDEAO est intervenue et a sollicité que ces élections soient inclusives. Le chef d'État a pris l'engagement et a mis le président de l'Assemblée, Rongweji, sur le dossier. Au final, ça n'a pas abouti. Et les élections législatives n'ont pas été inclusives. Et ça a occasionné ce que vous connaissez à Kajaoun, au nord du pays. C'est dommage ce qui s'est passé. Je pense que c'est dans le passé. On ne va plus revenir là-dessus. Nous pensons que même au Togo, le Togo essaie quand même de permettre à l'opposition de s'afficher pour les élections. Même au Congo démocratique, dans plusieurs pays d'Afrique,
les élections sont inclusives. Est-ce qu'il, Monsieur Aloko, est-ce qu'il suffit qu'une seule élection se passe dans les circonstances qu'on connaît là pour que déjà vous pensiez que certains pays comme ceux que vous citez là sont en avance sur le Bénin au plan démocratique? Je pense que les élections législatives, ce n'est pas une simple élection. Une seule élection. Une simple élection, les élections législatives, c'est l'élection qui permet au peuple de s'exprimer, de dire ce qu'il pense par rapport à la gestion du pays. Si ces élections ont été exclusives et que malgré les recommandations de la CEDEAO, on a tenu à organiser une élection exclusive, je donne l'exemple du PRD qui est de la mouvance. Je donne l'exemple de l'UDBN qui est de la mouvance. Je donne l'exemple d'autres partis qui sont de la mouvance et qui n'avaient pas accepté de se retrouver dans les deux blocs créés par le gouvernement en place. Et ça m'a fait mal pour le PRD, parce que le PRD s'est battu pour cette réforme. Tant attendu, moi j'étais pour même au temps de Yahi. Il était annoncé à un moment donné qu'il va falloir que nous puissions arrêter la multiplication des partis politiques dans le pays. Mais le président Yahi n'a pas pu tenir, parce qu'il y a eu tellement de pression autour de lui, il a lâché prise. Et je salue le chef de l'État, Patrice Talon, qui a pris les taureaux par les cornes et qui a réussi quand même à réorganiser les partis politiques. Il en voulait plus, mais il n'y en a eu que 2. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale monocolore. Il y a 2 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas l'opposition. Et c'est dommage. L'opposition n'est pas allée aux élections à cause des raisons que nous connaissons. Nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, vous le savez bien. Je sais. L'opposition n'a pas été aux élections pour les raisons que vous connaissez, que moi-même je connais. Je pense que je ne voudrais pas que ça se répète pour les élections qui s'annoncent, les élections municipales, communales et locales. Il serait important que le pouvoir en place puisse organiser des élections crédibles et permettre à tous les partis politiques en place. Aujourd'hui, vous savez qu'on a autorisé un bon nombre de partis politiques actuellement après les élections législatives, que les conditions qui sont contenues dans le code électoral n'empêchent pas ces partis politiques de se présenter à ces élections locales, communales, parce que c'est important. C'est des élections qui permettra au peuple de s'exprimer une deuxième fois. Et si des partis politiques d'opposition ne partent pas aux élections communales, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va de quel parti est-ce que vous parlez? Parce que nous savons que le principal parti d'opposition, le FCBE, a obtenu déjà son récépissé. Le parti s'est conformé à toutes les observations qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas la preuve même qu'au sein de ce parti, les leaders reconnaissaient qu'il y avait un problème, ces problèmes qui ont été corrigés et que le récépissé aujourd'hui est brandi? Et Eugène Anatassou l'a dit il n'y a pas très longtemps sur notre plateau, tout ce que nous avons fait montre que le récépissé nous est dû. C'est ce que les FCBE ont dit. Bon, je ne sais pas si FCBE, légalement reconnu, est un parti d'opposition. J'ai rencontré le responsable de ce nouveau parti. Je dis nouveau parti parce qu'il y a eu l'exclusion, parce que certains membres de FCBE ne font pas partie. D'ailleurs, ils n'ont pas été à ce congrès qu'ils ont soutenu à avoir organisé. Et les principaux tenants responsables de ce parti ont été exclus de ce nouveau parti créé en catémini, autorisé par le ministre de l'Intérieur, ce que je déplore. Je déplore cela. Il n'y a jamais eu un nouveau parti qui a été créé au niveau de la FCBE? Je dis que c'est un nouveau parti. Le président Boni Yahi n'était pas à ce congrès. Monsieur Aloko, est-ce qu'il revient à vous, en tant que membre de la société civile, de réagir ou bien de critiquer le fonctionnement à l'interne des partis politiques, puisque là, on a l'impression que vous prenez trop position. Il y a une crise à l'interne et ça se chamaille effectivement. Mais est-ce qu'il vous revient de prendre parti? On ne prend pas parti, nous sommes là pour défendre le droit et la justice. La société civile est à l'avant-garde de tout ce qui se passe dans le pays, dénonce quand il s'agit de dénoncer des imperfections au sein de la classe politique,
je pense que nous ne prenons pas, je ne prends pas parti pour un parti politique en place. J'ai œuvré dans ce pays aux côtés des hommes politiques. Je sais que un récépissé ne peut pas être délivré à des dissidents issus d'un parti, un grand parti politique qu'on connaît comme FCBE. Et c'est ce qu'on dit. La lutte contre la transhumance politique, ça continue. La charte des partis politiques n'a pas réglé cette question de la transhumance politique. Et je sais que je vais revenir là-dessus. Je pense que c'est dommage ce qui se passe dans le pays. On a l'impression que c'est une récupération politique. Mais je pense que, comme le chef de l'État, l'ancien chef d'État est revenu et est en train de les réconcilier, s'il réussit à les réconcilier, tant mieux. Est-ce que M. Alopo, le récépissé, c'est ce papier-là que ce parti FCBE recherchait, l'a obtenu finalement, c'est vrai, dans des circonstances pas trop claires. Okay. Est-ce qu'il ne revient pas plutôt que les membres de ce parti politique-là, que ce soit ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête ou ceux qui étaient à la tête, s'entendent, échangent pour s'entendre? Est-ce qu'il ne vous revient pas peut-être de conseiller les membres de ce parti à s'entendre? Ah oui, je pense que nous, en tant que société civile, et moi, en tant que religieux, nous devons rechercher la paix. Et quand j'ai appris que le chef d'État a reçu les 2 ailes, je pense que c'est une bonne initiative pour qu'il puisse parvenir à s'entendre. Maintenant, le récépissé qui a été donné à une aile porte le nom de coordinateur de... Qui a été donné au parti? Peut-être au a profit... été donné à une aile. À une aile. Parce que ceux qui avaient déposé le récépissé au départ ne se retrouvent plus comme membres du bureau de ce nouveau parti qui a été créé. Et je pense que nous devons finir avec ça. Nous devons finir avec les dribbles politiques. Nous devons finir avec cette histoire de la politique politicienne. Est-ce que les dribbles ne font pas partie de la politique même? Oh, mais ça, c'est des dribbles dangereuses. C'est des dribbles qui ne concourent pas à la paix dans le pays. Ce qui se passe, s'il n'y a pas de réconciliation entre ces 2 ailes, aux élections législatives, c'est pas ce qui va se passer. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à cette réconciliation quand vous, Michel Alopo, par exemple, vous continuez de critiquer la procédure oui, qui a été utilisée pour obtenir ce récépissé? Pourquoi est-ce que vous continuez de contester le récépissé? Je ne conteste pas le récépissé. C'est la manière dont le récépissé a été délivré qui est bancale. Je suis un homme de droit. Je suis un homme de droit. J'ai travaillé dans les tribunaux, j'ai été conseiller au ministère de l'Intérieur, je sais comment ça fonctionne. On ne peut pas délivrer un récépissé. Ce qui s'est passé au sein de la classe politique s'est passé dans le passé au sujet de l'Église méthodiste où le ministre de l'Intérieur entend à délivrer 2e récépissé à une aile que la Cour suprême a fini par annuler. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, selon vous, que devrait faire la FCBE? Devrait se revoir. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi le récépissé n'a pas été délivré à FCBE originel? Parce qu'en temps, il était apparu que le récépissé a été délivré et puis après, on a annulé le récépissé. C'est les supputations. C'est supputations. Je crois que pour finir, il faut que ces 2 ailes se retrouvent sous la coupe du chef d'État, le président Yahya Boni, pour se réconcilier, pour mettre de l'eau dans leur vin, pour que nous puissions avoir un véritable parti politique de l'opposition. Tant que cette réconciliation n'aura pas lieu, je considère qu'il n'existe pas de parti d'opposition. Aujourd'hui, UDBN est pour la mouvance, le PAD est pour la mouvance, FCDB de Toliba est pour la mouvance, Moël est pour la mouvance,
Alors, qui est pour l'opposition? C'est un peu surprenant ce que la liste que vous êtes en train de dresser, Oui, Michel je Aloko, parce que vous-même, Michel Aloko, membre de la société civile, oui, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses, vous étiez aux côtés des FCBE il y a encore quelques années, et vous l'êtes encore justement, et tous les partis que vous venez de citer, curieusement, étaient à vos côtés au niveau des FCBE. Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer aujourd'hui? Ce que je cherche à démontrer, c'est que je veux qu'il y ait un véritable parti d'opposition. Les partis politiques sont libres de se positionner sur l'échiquier politique et de soutenir soit le pouvoir en place ou de s'opposer à ce pouvoir justement en faisant des propositions. Les partis politiques que je viens de citer, ils sont libres d'entrer dans la mouvance. Absolument. Mais la Constitution qui a été revisitée a créé des conditions pour qu'on ait un parti de politique d'opposition dans le pays. Maintenant, faites que le ministre de l'Intérieur fasse en sorte que nous puissions avoir 1, 2 ou 3 partis d'opposition dans le pays, sinon il n'y a pas de démocratie. Vous venez de dire tout à l'heure que vous militez pour la réconciliation. Oui. Vous dites que vous êtes un homme de Dieu, donc vous voulez vous rechercher de façon constante la paix. Comment est-ce que vous avez apprécié tout ce qui a été fait au cours du dialogue politique? Et là encore, c'est une grande question que vous me posez. Le dialogue politique sans le clergé catholique, pour moi, ça pose un problème. Et vous savez que le clergé catholique avait initié des discussions entre les différents acteurs politiques et voulait s'impliquer pour ce dialogue politique. Et il faut reconnaître également qu'à ce dialogue politique, la société civile était absente, les religieux étaient absents, la chefferie traditionnelle était absente. Il y a eu un dialogue politique au Cameroun, vous avez vu. On a impliqué tous les acteurs de la vie politique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une confusion entre dialogue politique et conférence nationale? Non. Dialogue politique. Ben, écoute, au Cameroun, il ne s'agissait pas d'une conférence nationale, il s'agissait bien d'un dialogue politique. J'insiste, je dis que la société civile devait être impliquée pour jouer son rôle de neutralité. Et puis, les recommandations, résolutions qui ont été prises au cours de ce dialogue politique, mais il y en a qui ont contesté. Il y en a qui ont contesté certaines dispositions qui se sont retrouvées dans le rapport général. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de ceux-là qui auraient contesté, parce que ces mêmes personnes, on les avait vus à la veille du dialogue politique dire qu'ils ne participaient pas. Mais finalement, on les a vus le jour-là. Est-ce qu'on peut se fier à leur parole aujourd'hui? Et vous voyez ce qui se passe. C'est eux qui ont eu le récépissé, qui au départ ne voulaient pas participer au dialogue politique, et ils sont allés, mais ils se sont fait dribbler. Parce qu'ils ont supposé que ce qui a été reconnu au cours de ce dialogue, ce qui a été décidé, ils ont apprécié dans l'ensemble ce qui a été décidé au cours des recommandations de ce dialogue politique, mais il y a eu un hic par rapport à certaines recommandations qui ne faisaient pas partie des décisions de ce dialogue politique. Moi, j'y étais pas. Alors, c'est à eux de se défendre, c'est à eux de savoir pourquoi ils sont partis. Alors, comme je dis, FCBE, L, Yaro et Rompé, pour moi, je ne les considère pas comme un parti d'opposition. Lorsqu'on parle de FCBE, L, Yaro, Rompé, est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu le groupe qu'ils forment? Parce qu'il n'y avait pas que ces deux personnalités-là, il n'y avait pas que Yaro, il n'y avait pas que Rompé qui était au dialogue politique. On a vu d'autres têtes qui n'étaient pas moins importantes. On a vu l'ancien ministre Djemba, on a vu Djemba, je le connais, qui font partie du bureau de la nouvelle L. FCBE, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais je dis que moi, je ne les considère pas un parti politique d'opposition. Et ce qui risque de se passer, c'est que s'ils vont aux élections municipales qui s'annoncent, sans pouvoir s'entendre, sans se réconcilier avec l'aile principale, FCBE, je ne sais pas quel résultat ils attendent du peuple.
Rapidement, pour finir sur cette question du dialogue politique, vous avez dit tantôt que la société civile n'était pas représentée, que la chefferie traditionnelle était absente, mais à la fin, on a constaté par exemple dans la révision de la Constitution, et on va aborder juste après ce sujet, on a constaté par exemple que la chefferie traditionnelle a été prise en compte et a été reconnue désormais dans la Constitution. N'est-ce pas une avancée pour ces rois? C'est un recul démocratique. C'est-à-dire? Face au principe de la laïcité. C'est reconnu dans notre Constitution, dans le préambule qui a été reconduit par la nouvelle Constitution. C'est un recul démocratique. La laïcité a été... Nous avons organisé un colloque sur la laïcité. Je ne vous arrête pas. Oui. Pourquoi dites-vous que c'est un recul démocratique alors que cette proposition de loi était déjà en préparation depuis le mandat de Boni Yayi? Est-ce que... C'était déjà en préparation. Est-ce que vous reconnaissez que c'était déjà en préparation depuis Boni Yayi? C'était déjà... Oui. La raison pour laquelle cette proposition n'a pas été acceptée, votée, vous le savez. Et c'est ce que moi je craignais qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi on viole le principe de la laïcité. Vous savez que notre Constitution est la copie conforme, presque conforme de la Constitution française. Et beaucoup de pays en Afrique, de l'Ouest comme dans d'autres pays, respectent ce principe de laïcité, c'est vrai. On dit qu'au Nigeria, les chefferies traditionnelles ont leur fonction. Au Togo, c'est vrai. Au Ghana également, en Côte d'Ivoire également, c'est même mentionné dans leur constitution. Oui, mais le Ghana, le Togo... Et on peut bien le Ghana, le Togo existait avant la démocratie n'arrive. Le Bénin a inauguré la conférence nationale, c'est à partir de 90 qu'on a annoncé la démocratie. Et cette démocratie a touché un certain nombre de pays. Mais le Togo n'a pas changé sa constitution depuis que le Togo est Togo. Le Nigeria n'a pas changé sa constitution. C'est vrai qu'il y a eu... Le Togo change tout le temps sa constitution. Oui, il change la constitution, mais par rapport à cet aspect, puisque au temps du père la chefferie traditionnelle avait une place aux côtés du gouvernement. Au Nigeria, c'est pareil. Au Ghana, c'est pareil. Mais quand nous avons conçu notre constitution, nouvelle constitution, nous étions d'accord. De façon pratique, selon vous, quel problème que ça pose? Ça pose quel problème? La chefferie traditionnelle, quel est son rôle aux côtés de l'État? Vous savez que ça crée un précédent. La chefferie traditionnelle n'est pas la seule organisation de la société civile. Il y a les confessions religieuses. Je prends l'Église catholique, je prends les évangéliques, je prends l'Église Séraphin, je prends l'Église céleste, qui constitue un maillon important au sein de la société civile. Et l'État devait aussi leur donner une place. Ça crée... Est-ce qu'en son temps, vous aviez donné une place aux chefs religieux? Parce que quand vous partez maintenant, vous parlez des confessions religieuses et tout, on sait même que sous le mandat de Boni Yayi, il y avait un ministère des cultes où il n'y avait que les religieux, les évangélistes qui étaient autour de Boni Yayi. Jamais la chefferie traditionnelle n'avait été prise en compte. C'est pas parce qu'on a nommé un évangélique à la tête du ministère de l'Intérieur et que ça veut pas dire que c'est les évangéliques qui dirigent le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est là, il y a des textes qui réglementent et il y a un décret qui réglemente le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il y a eu successivement plusieurs ministres évangéliques qui étaient à la tête du ministère de l'Intérieur, mais après ces ministres, il y a eu d'autres qui sont arrivés, aujourd'hui qui sont députés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire, parce qu'on a nommé un musulman à la tête d'un ministère, qu'on a donné place aux religieux, au sein du pouvoir d'État. Non. Nous sommes tous des croyants, autant que vous êtes. Vous faites partie d'une communauté religieuse, soit endogène, soit catholique, soit musulman, mais on peut... Cet état de fait n'empêche pas d'exercer une fonction, soit politique, soit administrative, au sein
de la classe politique. Est-ce que l'État n'a pas fait, ou alors l'Assemblée nationale n'a pas fait que restaurer l'autorité donc des chefs traditionnels? Lorsqu'on on remonte un peu dans le passé, lorsqu'on retourne un peu dans le passé, qu'on voit un peu comment nos sociétés étaient organisées, ces sociétés-là qui sont mises ensemble aujourd'hui pour devenir, ces royaumes-là qui sont mis ensemble aujourd'hui pour devenir la République du Bénin, est-ce qu'on n'a pas fait que donc remettre ceux-là dans leurs droits, les chefs traditionnels? Et si je prends, si le Bénin a opté pour la décentralisation, les maires, on va pour les élections locales et municipales. Au Togo, c'est les chefs traditionnels qui jouent un rôle important. Ils ont une place. Ils délivrent des actes. Ils conseillent les gens quand il y a des problèmes entre communautés et familles. Mais quel rôle on est en train de concéder à la chefferie traditionnelle quand il y a déjà une loi sur la décentralisation? Vous voulez créer un conflit entre l'institution, un conflit institutionnel entre la chefferie traditionnelle et l'État? Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Monsieur Aloko, on va évoluer dans ce débat, puisque là, on n'a plus beaucoup de temps. Comment trouvez-vous aujourd'hui la lutte contre l'impunité dans le pays? Ah, mais là, j'apprécie. Ça, ce que le président Boni Yayi n'a pas pu faire durant... Il a eu quand même, il a tenté de sanctionner c'est un de ses proches, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Je veux saluer quand même la rigueur du chef de l'État actuel, Talon, qui a décidé de finir avec l'impunité. Mais je voudrais quand même dire également qu'il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ont des casseroles. Et ceux-là qui l'entourent, vous voulez dire? Oui, parmi ceux-là qui l'entourent? Oui, parmi ceux-là qui l'entourent, même à l'Assemblée, qui ont des casseroles lourdes, et qui ne tentent pas de sanctionner. C'est ça, c'est comme deux poids, deux mesures. Je pense qu'il faut... C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un processus? Est-ce qu'on ne peut pas tout régler à la fois? D'accord, ça veut dire qu'il faut tout régler à la fois, donc il faut sanctionner les gens de l'opposition et laisser ceux de la mouvance. Vous connaissez le dossier de la Sonapra, qui est là. Je ne vais pas aller loin. Je pense qu'il est important qu'une justice soit établie. La justice doit être égale. Nous devons rendre justice pour tous. Et je pense qu'il y a... Beaucoup de gens le disent. Le moment viendra, c'est vrai, qu'il va commencer par taper. Et rétablir le droit et sanctionner ses proches. C'est vrai qu'il y a eu quelques rares cas. Je veux citer le cas de la CNCB, où un homme politique proche de lui a été jeté en prison. Il n'y a pas que ce cas. Il n'y a pas ce cas. Il y a l'ancien préfet du littoral qui s'est retrouvé également derrière les VO. Non, il n'est pas allé en prison. Non. Comment il n'est pas allé en prison? Il est allé en prison. Il est allé en prison, il a été condamné. Il est resté en prison, il est resté à promiscuité. Il a été relâché. Il n'a pas été condamné. Il est relâché. C'est le préfet, l'ex-préfet de littoral qui était en prison, qui a été condamné. Mais lui, non. C'est un cas de figure, parmi d'autres. Mais il y a plein d'autres cas d'hommes politiques qui ont beaucoup de casseroles. C'est clair, Michel Aloko, vous dites que vous appréciez la lutte contre la corruption sous Talon. Ouais. Sur les autres plans, aujourd'hui, on annonce un redressement économique en cours. Comment est-ce que vous appréciez la gouvernance au plan économique? Aujourd'hui, je pense que l'État béninois, au travers du budget qui vient d'être voté, a diminué les impôts. Je crois que c'est un acte à saluer. Je ne sais pas si c'est à cause de l'approche des élections que ça se fait. Souvent, les hommes politiques, ils attendent la période des élections pour annoncer de bonnes nouvelles pour la population. Non, mais il faut préciser quand même que depuis 2017, le chef de l'État a annoncé que les Béninois allaient serrer la ceinture pendant 2 ans et que progressivement, les choses allaient commencer à décoller. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'analyse sous cet angle-là, au lieu de trouver des raisons politiciennes derrière une réforme économique qui a été pensée? Bon, moi, je n'ai pas trouvé une raison politicienne. J'ai dit ce que je pense. Vous reprenez le cas de la fermeture
la frontière. Des frontières par le Nigeria. Vous savez, les conséquences sont lourdes sur la population béninoise. Je suis proche de la frontière à Craquet. Je sais ce que vit la population actuellement. Il ne faut pas que le gouvernement banalise la situation de la fermeture de la Pourquoi frontière. estimez-vous que le gouvernement banalise? Oui, parce qu'ils ne sont pas arrivés à convaincre le Nigeria sur certain nombre de choses sur lesquelles il doit s'entendre pour que le président Buhari puisse lever cette sanction. C'est vrai que nous sommes tous dans l'espace de la CEDEAO. Nous devons respecter les principes de la CEDEAO, mais aussi nous devons respecter les normes de la CEDEAO. Bon, c'est vrai que le Nigeria allait un peu plus loin. Ça fait près de 6 mois que la frontière est fermée. Ça ne touche pas seulement le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, parce que je vois les marchandises passer. Allez-y à la frontière craquée pour voir les camions qui sont garés, les produits qui sont pourris. Est-ce que finalement il n'y a pas trop de facilité à accuser le gouvernement dans le cadre de cette fermeture des frontières? Est-ce que quelque part on ne peut pas penser également que le Nigeria exagère un peu par rapport à cette situation? Pourquoi facilement on accuse le gouvernement béninois comme quoi il ne fait pas assez pour débloquer la situation? Non, je n'ai pas accusé le gouvernement béninois. Je dis... Ça veut dire tantôt que vous avez le sentiment qu'on banalise? Oui. Banaliser ne veut pas dire accuser, puisqu'on dit que l'économie se porte bien, tout va bien. On a des chiffres. Mais le panier de la ménagère souffre beaucoup. La charité de la vie aujourd'hui dans le pays, c'est trop. On ne veut pas dire que le pays se porte économiquement en bien si le peuple continue de souffrir. Si tout est cher, les denrées alimentaires sont chères, les produits pharmaceutiques sont chers. Michel Alago, on parle de déjà vu. Est-ce que j'ai l'impression qu'on entend le même discours que tenait l'opposition il y a 4 ans? C'était pratiquement la même chose quand le chef de l'État d'alors promettait la prospérité partagée et surtout la croissance à 2 chiffres. Oui. Ben, je peux comprendre. Tout le monde sait aujourd'hui que sous le président Boni Yahi, l'argent circulait quand même. Ah. Qu'est-ce que vous appelez l'argent circulaire? Ça veut dire quoi? Comment voulez-vous que l'argent circule? Oui, l'argent circule parce que la population avait de l'argent pour acheter. La population trouvait cet argent où? Pour vendre. On vend. Ceux qui sont au marché, ils vendaient. Ils vendaient. Ceux qui ont des boutiques. Aujourd'hui, beaucoup de boutiques, beaucoup de personnes ont fermé leurs boutiques. C'est la faute à qui? Oh, mais on ne peut qu'attribuer la faute à qui des droits. Beaucoup ont estimé, et c'est vrai, nous sommes déjà à la fin de cette émission, il ne reste que 3 ou 4 petites minutes, mais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, beaucoup ont estimé que l'argent qui circulait, dont vous étiez en train de parler, que c'était l'argent de la corruption, c'était l'argent qui était distribué aux hommes politiques, aux marchés, aux députés, à travers des marchés, aux confessions religieuses, que c'était l'argent qui était distribué de porte à porte, et il paraît que le régime Boni Yahi avait excellé dans cette pratique à l'époque. C'est super de vous entendre dire ça. Vous pouvez me dire que l'argent ne circule pas aujourd'hui, l'argent ne circule pas à l'Assemblée. Je sais ce qui se passe à l'Assemblée pour voter des lois. Vous pouvez me dire ça? Que l'argent ne circule pas pendant les campagnes. Nous ne sommes pas députés. Pendant les campagnes électorales. Vous pouvez me dire que l'argent ne circule pas? Un député vous a approché pour vous dire qu'il reçoit de l'argent? En tout cas, c'est ce qui se passe depuis les vieux temps. Donc vous supposez que l'argent circule toujours à l'Assemblée? Vous supposez, n'est-ce pas? Pour le vote premier test de la Constitution. Vous avez entendu Roselyne Soukoulos, vous avez entendu certains hommes politiques parler, comment ils ont été approchés. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, l'argent circule depuis le président Kérékou, le président Yahi. C'est vrai que l'argent était, les confesseurs recevaient un soutien du gouvernement, c'est du droit. Si l'État béninois actuel peut reconsidérer un peu la souffrance du peuple en continuant à appuyer les confessions religieuses, je pense que c'est ça. Comment soulager les populations en appuyant les confessions religieuses? Les confessions religieuses sont au sein... la population sont au sein des confessions. Donc en clair, vous souhaitez que le gouvernement donne de l'argent aux confessions religieuses et que les confessions religieuses ensuite aillent distribuer ça aux populations? Non. Il y a des projets pour lesquels
les confessions religieuses peuvent réaliser. Construire des écoles, par exemple. Ce n'est pas le rôle des confessions religieuses. Il y a les mairies et... Construire des écoles. La décentralisation aujourd'hui, il y a les mairies qui peuvent construire des écoles, il y a le ministère du Plan qui travaille à cela. Quelle expertise les confessions religieuses ont pour construire des écoles? Les écoles confessionnelles, oui, mais pas des écoles pour tout le monde. Non, je parle des écoles confessionnelles. Ah ben. Vous savez que l'éducation, dans le passé, l'éducation, c'est l'Église catholique qui a instauré l'éducation en Afrique. C'est pas l'éducation. La loi d'orientation sur l'éducation nationale permet à l'État de subventionner les écoles, mais l'État n'a pas vocation à donner de l'argent aux confessions religieuses pour qu'elles aillent créer des écoles confessionnelles. Des orphelinats, pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais nous sommes à la fin de cette émission, on va vous laisser lien dessous, un dernier mot. Non mais comment voyez-vous 2020 au plan politique? Juste 2 mots. Oh, je crois que la morosité continue. Mais le plus important, c'est que nous puissions vivre en paix. Il y a une paix précaire. Pour moi, la paix que nous avons au Bénin, c'est une paix précaire. Parce que le peuple ne peut pas continuer à souffrir dans telle situation qu'on va dire. C'est vrai que le Béninois, c'est un homme de paix. Et je ne souhaite pas que ce qui s'est passé en mai 2019 se répète. Personne ne le souhaite et ça n'arrivera pas. Ce qui s'est passé à Kadiaou, je dénonce ce qui s'est passé au nord du pays où on a tué plein de gens. Ça, je dénonce. Je pense que nous sommes un pays de paix. Merci à vous, pasteur Aloko. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Que Dieu vous entende et vous bénisse. Amen. Merci Michel Aloko. Merci Léon Dossou, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était Diagonale, le numéro 8. On retient que le pasteur Michel Aloko a dit sur notre plateau que nous traversons, que le Bénin aujourd'hui a une paix précaire. Travaillons donc tous à une paix durable. Merci et à bientôt.